chaque année, on nous demande de donner le point de vue psychanalytique sur la relation médecin-malade, mais en réalité, il ne s'agit pas du tout des psychothérapies là, hein. Il s'agit de la relation médecin-malade en général, quelle que soit la spécialité que vous exercerez, puisque quelle que soit la spécialité que vous exercerez, eh bien, vous serez en relation avec des patients, et il faut un petit peu avoir réfléchi à certaines choses pour ne pas être dans des attitudes a priori ou bloquantes pour les patients. Mais vraiment, ce qu'on va dire, on va essayer en tout cas, c'est valable aussi bien pour les chirurgiens, les médecins, les radiologues, peu importe. C'est des généralités sur la relation médecin-malade. Alors moi, pour commencer, peut-être en introduction, bon, de toute façon, on s'arrêtera à midi et demi, hein. Mais si vous avez des questions en cours de route, vous n'hésitez pas à les poser non plus, parce qu'il vaut mieux qu'on se comprenne bien sur ce qu'on dit, même si on ne dit pas tout, hein. Voilà, alors moi, ce que je voulais quand même vous dire en introduction du cours, c'est que la relation médecin-malade, c'est pas un absolu comme ça, invariant. Ça change beaucoup selon les époques et selon les cultures. Par exemple, dans l'Antiquité, la relation des patients avec leurs médecins, c'était de l'ordre du magique, hein. Les médecins étaient des chamans, par exemple, et la relation était une relation sacrée avec des patients complètement sous l'emprise, hein, du chaman. Après, ça a changé beaucoup, bien entendu. On va rester en Occident, mais par exemple, au XVIIe siècle, a commencé une relation de pouvoir très forte entre les médecins et les patients. Vous n'avez qu'à quand même voir ou revoir certaines pièces de Molière où les médecins sont ridiculisés. Ils étaient ridiculisés parce que, un, ils ne savaient rien, mais aussi parce qu'ils étaient dans une relation de pouvoir incroyable avec les patients, avec des fonctionnements emphatiques et bon, donc facile évidemment à caricaturer ou à ridiculiser. Et puis, entre le XVIIe siècle et nous, il y a des choses qui évoluent beaucoup, notamment au XXe siècle. Je pense que Élise va en reparler. Les patients ne sont plus du tout passifs par rapport à la médecine. Ils savent beaucoup de choses, il y a un accès à l'information absolument énorme par Internet, enfin par tous les moyens actuels. Les patients sur certaines pathologies en savent presque plus que les médecins, hein, notamment dans certaines maladies rares où les patients vont absolument tout lire. Je pense, c'est ma déformation professionnelle, mais moi je pense à l'autisme. Il y a des parents, des familles qui savent sur l'autisme des choses encore plus pointues parfois que certains spécialistes. Donc la relation est beaucoup moins asymétrique qu'elle n'a été à l'époque où elle était magique ou sous le sceau du pouvoir. Et aujourd'hui, d'ailleurs les patients ou les familles, c'est pas un très joli mot, mais on parle des usagers de la médecine, sont des partenaires actifs de la relation, qui ont le droit de choisir, qui ont le droit de savoir ce qu'on leur propose, qui ont le droit de comprendre pourquoi on leur propose un traitement plutôt qu'un autre, et qui sont donc, c'est une relation qui est beaucoup moins asymétrique qu'autrefois. La deuxième chose que je voulais vous dire, ça c'est parce que je suis psychanalyste, c'est vrai, hein, et aujourd'hui on ne doit plus l'être, mais enfin je le suis quand même. Voilà. La relation que vous aurez chacun d'entre vous avec vos patients, que vous le vouliez ou non, elle est très liée quand même aux raisons profondes qui fait que vous avez choisi d'être médecin. On ne va pas faire une séance de psychanalyse à ciel ouvert, mais chacun a ses raisons d'avoir choisi de faire médecine, elles sont différentes pour chacun. Chacun, personne ne peut penser qu'il est là par hasard, hein. Et si vous êtes là, si par hasard vous étiez inscrit en médecine par hasard, si vous y restez, c'est que vous avez vos raisons d'y rester. Donc ça renvoie quand même à des choses profondes de vous, de votre vision de la maladie, de votre vision de la souffrance, de votre vision de la mort. Voilà. Et tout ça, ça infiltrera forcément quelque chose de votre relation avec les patients que vous aurez. Donc, il ne s'agit pas du tout que chacun fasse une analyse 3 fois par semaine pendant 15 ans, hein. Ce n'est pas du tout ça que je recommande. Mais ce que je recommande, c'est de toujours, toute votre vie, réfléchir quand même pourquoi vous avez choisi ce métier-là. C'est un métier particulier, c'est un métier qui confronte, je le redis, à la souffrance, à la maladie et à la mort. Donc, c'est quand même quelque chose qui ébranle
sur le plan humain. Pourquoi vous avez choisi ça? Est-ce que c'est justement pour vaincre la maladie, la souffrance et la mort? Est-ce que c'est pour dominer l'autre? Est-ce que c'est pour séduire l'autre? Enfin, tout ça doit être un petit peu clarifié dans votre tête. Il faut des années et des années. Vous serez peut-être mort avant d'avoir compris, mais au moins vous travaillerez bien si vous vous posez la question tout au long de votre vie professionnelle. Voilà, puis le troisième point, et après je passe la parole à Elise. Le troisième point, c'est qu'il n'y a aucune relation humaine et aucune relation médecin-malade en particulier, mais il n'y a aucune relation humaine qui ne commence avec la certitude qu'elle va s'arrêter un jour. C'est pareil pour la vie, c'est pareil pour les relations amicales, c'est pareil pour les relations amoureuses. On commence quelque chose, mais dès qu'on commence, on sait qu'il y aura une fin. Donc la relation entre le médecin et le malade, elle doit aussi bien être consciente de ça. C'est-à-dire qu'il faut à la fois s'impliquer et s'investir énormément pour aider nos patients, mais en même temps, il faut aussi que la relation, un jour, elle puisse s'arrêter et que les patients ne deviennent pas dépendants de nous. Sinon, on est dans un effet quasi iatrogène, où le patient devient addict au médecin et où on ne peut plus s'arrêter et où il y a aussi quelque chose qui ne va pas. Voilà, pour commencer, moi je voulais dire ces trois choses, mais je reprendrai la parole en cours de route. Alors de façon peut-être plus spécifique, quand on parle de la relation médecin-malade, il faut que vous ayez en tête quelques points importants qui vont décrire de façon très générale cette relation. Alors la première a été abordée par Bernard Gols, donc à savoir la question de la symétrie. Alors la symétrie ou asymétrie, puisque on voit que finalement cette symétrie ou asymétrie a évolué au fur et à mesure du temps. Aujourd'hui, on peut toujours parler d'asymétrie dans la relation médecin-malade parce qu'il y a bien évidemment un médecin et un patient, mais cette asymétrie a tendance à être dénoncée ou en tous les cas remaniée au fur et à mesure du temps avec effectivement l'avancée des technologies qui font que les patients, quand ils se présentent à nous en entretien, quand ils se présentent au médecin, ils ont déjà été se renseigner sur les diagnostics, sur les symptômes, sur les traitements. Parfois, effectivement, ils peuvent connaître des techniques thérapeutiques ou des diagnostics que même le médecin ne connaîtra pas, ou en tout cas n'aura pas une connaissance importante sur ce sujet. Mais finalement, ce qui va faire la valeur du médecin, c'est quand même aussi son expérience, et c'est peut-être là-dessus qu'on peut garder la notion d'asymétrie. La deuxième chose importante relative à cette relation, c'est le fait que cette relation, elle doit rester bienveillante, bien évidemment, chaleureuse. Alors bienveillante, pourquoi? On parle souvent de neutralité bienveillante quand on parle de la relation médecin-patient. Cette neutralité bienveillante, elle est basée sur le fait qu'on est là pour aider les patients, ne pas les juger, les aider et respecter la façon qu'ils ont de se présenter et leur histoire, leurs croyances parfois. Et donc ça c'est vraiment la neutralité bienveillante est essentielle. Et de permettre bien sûr aux patients, à travers cette neutralité bienveillante et cette chaleur humaine qu'on va pouvoir leur apporter, mais dans une certaine mesure, c'est de leur montrer qu'on est là pour les écouter et qu'ils peuvent s'exprimer tout à fait librement auprès de nous et que ces éléments qu'ils vont nous raconter vont nous servir pour les aider. La troisième chose, donc c'est ce qu'on appelle l'écoute attentive, qui est bien évidemment liée à ce que je viens de dire avant. Cette écoute attentive, elle doit être double. Quand un patient vient voir un médecin pour le consulter, il va avoir une plainte explicite, il va venir parce qu'il a des symptômes, parce qu'il veut tel avis ou tel conseil ou tel diagnostic concernant ces symptômes. Mais il faut toujours s'attacher à écouter ce qu'il va y avoir d'implicite dans cette demande. Puisque à travers, à travers les mots d'un patient qui pourrait venir en disant qu'il a par exemple des douleurs abdominales très intenses et récurrentes, et ben, on va pouvoir peut-être voir un petit peu ce qui se passe plus au niveau implicite, à savoir quelles répercussions ça a sur son quotidien, et peut-être qu'en fait les douleurs abdominales sont là, mais il y a peut-être d'autres choses qu'il n'osera pas exprimer de prime abord, mais qui sont présentes aussi dans son discours, son état d'angoisse, son état d'humeur et son histoire familiale, son histoire personnelle. Oui, alors je rajoute un petit mot sur les deux derniers points là. Je reviens en arrière sur l'aspect de la
bienveillant de l'écoute. Et Élise vous a dit à juste titre, il faut quand même respecter les positions du patient, ses choix. Voilà. Mais il faut savoir qu'il y a des cas où c'est pas tellement facile. Parce que est-ce qu'on peut soigner quelqu'un contre son gré? Alors, par exemple, c'est le problème des hospitalisations psychiatriques imposées. Le patient ne réclame pas l'hospitalisation, il doit être hospitalisé sous demande d'un tiers, comme on dit, on est obligé de le soigner contre sa volonté. Donc là, la bienveillance a ses limites. Bon, mais il y a d'autres problèmes socioculturels très intéressants qui reposent cette question aussi. Par exemple, il y a des choses qui paraissent tout à fait des pathologies pour le médecin et pas toujours pour les patients. En ce moment, il y a en France, enfin, en Occident, il y a trois catégories comme ça, où vraiment on se dit, mais jusqu'où on peut être bienveillant. Il y a par exemple la question de la surdité, la surdité des enfants. Il y a de plus en plus de parents en Occident qui disent, nous ne souhaitons pas que l'enfant soit appareillé ou greffé, greffe tympanique ou autre, ou implanté sur le plan cochléaire, parce que au fond, être sourd, c'est une façon d'être au monde particulier, et c'est plutôt au monde de s'adapter aux enfants sourds qu'aux enfants sourds d'être transformés en enfants entendants coûte que coûte. Hein. C'est une question, mais on ne va pas la résoudre aujourd'hui, mais c'est pour dire que là où, dans le dialogue médecin-malade, où s'arrête où est la zone de partage. Il y a une autre catégorie, j'en reparle, c'est l'autisme infantile. Il y a des enfants autistes qui accèdent au langage, bon, peu importe, il y a une variété particulière d'autisme, où de plus en plus de parents disent là aussi, c'est vrai, ils ne sont pas comme les autres, mais on n'a pas à les guérir coûte que coûte. C'est une forme de pensée particulière, c'est une façon d'être au monde particulier. Et là aussi, c'est plus au monde de s'organiser autour de ces enfants-là pour les aider à peu près à vivre, plutôt que de vouloir coûte que coûte les transformer, les rendre comme nous. Bon, voilà. Et troisième catégorie, parce que vous en entendez certainement parler sur le plan socioculturel, ce sont les ambiguïtés sexuelles. Ce qu'on appelle le troisième genre, les enfants qui ne sont ni garçons ni filles pour des raisons médicales diverses, ça vous apprendrez ça plus tard. Eh bien, jusqu'à maintenant, tout le XXe siècle, les enfants étaient transformés quand même, soit en petite fille, soit en garçon, parce que c'est très difficile d'élever un enfant qui n'est ni l'un ni l'autre. C'est pas dans les coutumes culturelles, je veux dire. Actuellement, là aussi, il y a tout un groupe de réflexion, un groupe de pression qui dit mais non, c'est un troisième genre, ni garçon ni fille, c'est un troisième genre. Il faut respecter ce troisième genre. Les enfants ont le droit d'être ni garçon ni fille. Ça amène à réfléchir quand même jusqu'où va la zone de partage et de respect des positions de l'un comme de l'autre. Hein. Voilà. Et puis, à propos le troisième point que vous avez cité, c'était l'écoute attentive et la demande implicite. Moi, je pense que dans ce qu'on vous dit ce matin, c'est peut-être là le point le plus psychanalytique. Hein. C'est-à-dire que finalement, c'est vrai pour chacun d'entre nous, chaque fois qu'on dit quelque chose, on dit autre chose derrière ce qu'on dit, en même temps. Chaque fois qu'on pense quelque chose, on pense à autre chose en même temps. Chaque fois qu'on fait quelque chose, on fait quelque chose d'autre en même temps. Et je crois que dans l'écoute des patients, ce que la psychanalyse nous a appris, c'est qu'ils viennent pour un symptôme, ils viennent pour ceci, ils viennent pour cela officiellement, mais qu'on doit en même temps se demander, mais en dessous, derrière, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment nous dire? De quoi ils se plaignent vraiment? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les soigner de leurs symptômes, bien entendu, mais de qu'est-ce qu'ils veulent nous dire vraiment en plus, en dessous? Et c'est ça l'écoute implicite dont parlait Élise. Alors, pour cette partie-là, j'ai terminé. Est-ce que vous avez des questions déjà à ce stade? Non. Alors ensuite, peut-être une approche peut-être plus quand même liée à la psychanalyse, c'est la question du transfert et du contre-transfert. Donc je pense que vous en avez tous entendu parler jusqu'ici. Alors bien évidemment que dans la relation médecin-patient, le transfert est à l'œuvre, quelle que soit la spécialité du médecin, quel que soit le patient, puisque le transfert et le contre-transfert renvoient à des mécanismes inconscients. Hein. Alors bien évidemment, un psychiatre... Oui. Ça va vous aider pour la suite. Parce qu'en fait, il y a une chose à savoir, c'est que dans l'espèce humaine, l'angoisse la plus forte pour tout le monde, c'est l'angoisse de l'inconnu.
l'angoisse de l'inconnu. Quand on ne sait pas ce qui va se passer, quand on ne sait pas à quelle personne on va avoir, l'angoisse de l'inconnu, c'est la chose la plus forte. Hein. Et tout le monde, les petits, les enfants, les bébés, les enfants, les adolescents, les adultes, tout le monde s'accroche à ce qu'il connaît, parce que même si ce qu'on connaît est douloureux et pénible, au moins on connaît. Et